le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Il est basé dans les forêts du Massissi et étend son influence sur une bonne partie du Kivu. Durant les années suivantes, des affrontements ont lieu entre le CNDP et les forces gouvernementales congolaises et un bon nombre de milices Hutus, dont le FDLR. Des centaines de milliers de civils quittent leur foyer pour fuir les combats et de nombreux crimes contre l'humanité sont commis. Massacres, tortures, viols. Les combats continuent jusqu'en 2009 lorsque Laurent Nkunda est arrêté. Un accord de paix est alors signé le 23 mars. Les combattants de Nkunda, en échange de la signature, demandent la libération de prisonniers ainsi que le contrôle de 3 ministères en vue des prochaines élections présidentielles de 2011. Mais après ces élections, en 2012, ils estiment que l'accord n'est pas respecté et lancent une nouvelle rébellion. Plus d'1 an et demi d'affrontements dans la région du Kivu, jusqu'en 2013 avec son lot de tueries et de pillages. Les forces armées congolaises, avec l'appui de forces de l'ONU, parviendront finalement à contenir la rébellion. Le M23 dépose alors les armes. Plus de 4 ans après la défaite du M23, une multitude de factions armées sévissent toujours dans l'est du Congo, notamment dans les régions du Kivu et de l'Ituri. On en compterait plus d'une centaine, très hétéroclites, composées d'une vingtaine d'hommes à quelques milliers. Certains ont des revendications politiques qui restent parfois très floues, d'autres sont plus simplement des groupes de pillards que des milices rebelles, et d'autres sont des milices d'autodéfense formées dans les villages pour lutter contre les pillages. Cette fragmentation est un moindre mal pour le gouvernement, car aucun groupe n'a la force de menacer directement Kinshasa et le pouvoir central. La population, en revanche, est comme toujours en première ligne. La situation est donc extrêmement complexe. On enchaîne les guerres et les jeux d'alliance entre milices changent en permanence. Les groupes prennent des noms, puis en changent, fusionnent avec d'autres groupes, puis se mutinent. Des membres de l'armée régulière et même de l'ONU sont accusés de connivence avec certains groupes. Bref, il est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi et qui veut quoi. Et les forces de l'ONU déployées sur place sont impuissantes, car il faut s'imaginer le contexte géographique. Des villages éparpillés, séparés par des plantations et des forêts équatoriales ou tropicales, peu de routes bétonnées et un pays qui subit des pluies abondantes une bonne partie de l'année, qui rendent les routes boueuses et difficilement praticables. Difficile dans ces conditions de traquer des groupes rebelles ou d'avoir une vision claire de la situation. Alors pourquoi le Congo est-il si instable? Pourquoi tant de personnes souhaitent prendre le contrôle des régions orientales du pays? Il existe des tensions entre ethnies rivales, c'est évident, mais nous allons voir que les motivations économiques sont aussi largement responsables. Il faut savoir que l'Est du Congo regorge littéralement de ressources minières. On y trouve notamment de l'or, de l'étain, du coltan, du tungstène, des diamants et bien d'autres. Ces ressources sont vitales pour de nombreuses industries. Nous pouvons citer l'industrie automobile, l'aérospatiale, les hautes technologies ou encore la joaillerie. La seule région du Kivu abriterait entre 60 et 80% des réserves mondiales connues de coltan, minerai utilisé dans l'électronique. Ces ressources ont toujours attiré les pays étrangers. Des rapports de l'ONU confirment que les actions des gouvernements rwandais et ougandais sont au moins en partie motivées par l'accaparation de ces ressources. On voit donc que les conflits sont loin de se résumer à des rivalités ethniques. Actuellement, certaines mines sont contrôlées par des milices. Les mineurs sont taxés et l'argent récolté sert à acheter armes, munitions, vivres, et donc participe à l'entretien des rébellions. Le problème réside dans la traçabilité des minerais. Lorsque ceux-ci sont extraits des mines, les mineurs vont les vendre à des revendeurs, qui les revendent eux-mêmes à des comptoirs, qui eux-mêmes les revendent en passant par des sociétés de trading, souvent occidentales. Après cela, les minerais sont acheminés bien souvent vers les pays asiatiques, qui fabriquent tout un tas d'appareils. Le problème, c'est que lors des transactions, les bons de commande indiquent par exemple la quantité de minerais, le destinataire, le comptoir expéditeur, mais rarement la mine d'origine. Il est donc impossible de savoir si les minerais achetés proviennent d'une mine tenue par des milices ou non. Et quand bien même l'origine serait indiquée, comment savoir si telle mine était tenue par une milice au moment de l'extraction? Donc lorsque l'on entend qu'il faut que les entreprises occidentales se renseignent sur la provenance des minerais, il ne faut pas se voiler la face, c'est tout bonnement impossible. Alors certaines associations et ONG appellent les consommateurs à ne plus acheter les biens contenant du minerai congolais. Mais beaucoup de villages survivent néanmoins grâce aux mines et ont besoin de ces minerais pour subvenir à leurs besoins. De plus, si les minerais ne se vendaient plus, les groupes armés pilleraient alors davantage les récoltes, le bétail, le bois rare ou autre. Ce n'est donc pas une solution. Et depuis 20 ans, les conséquences sur la population sont désastreuses. Selon les sources, les conflits auraient fait entre 4 et 6 millions de morts, dont la moitié d'enfants en bas âge. C'est le pire bilan humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de femmes, jeunes filles et jeunes garçons ont été violés. Le viol massif est utilisé comme stratégie de guerre. Pour
pour casser l'équilibre des villages et familles. Lorsque les villageois ne sont pas simplement tués, les hommes sont tabassés et torturés et leurs familles violées devant eux. Comment retrouver un équilibre après un tel traumatisme? Comment regarder sa famille dans les yeux? Les milices le savent bien et cherchent par là à contrôler les esprits par la peur. Des cas d'esclavagisme sont également attestés. Des personnes sont envoyées travailler de force dans les mines. Des enfants soldats sont utilisés en première ligne comme chair à canon. Certains jeunes Congolais et Congolaises n'ayant connu que cette violence et ayant baigné dedans depuis leur plus jeune âge vont devoir apprendre à vivre dans la paix. C'est toute une génération qu'il va falloir rééduquer. Aujourd'hui, les Congolais attendent de pouvoir élire un nouveau président. La Constitution ne permet pas à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat. Mais depuis fin 2016, il repousse sans cesse les élections pour se maintenir au pouvoir. Des violences ont d'ailleurs eu lieu pour cette raison. Aux dernières nouvelles, les élections devraient se tenir en décembre 2018. On peut espérer que la fin de l'ère Kabila sera synonyme de démocratie et d'apaisement. C'est absolument nécessaire pour le peuple congolais.